l'affaire avec le bon writing que j'aime rappeler au monde, c'est que du bon writing, ça transcende à être grammaticalement correct, Mhm. ne pas avoir de faute d'orthographe. Ces choses-là sont importantes, puis ils peuvent jouer sur la perception de professionnalisme ou de qualité que les gens vont avoir, mais ils sont pas nécessairement cruciales et existentielles. I guess je suis pogné pour le do it. I guess t'es pogné pour m'écouter now. On est pogné dans un two-way. Moi pis toi right, je suis premier en tout état. What's up folks, c'est François Antinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou mieux nous laisser un review. Merci à ceux qui le font, ça nous motive big time. On drop 2 épisodes semaine, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspace.com, bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est au-dessus de 200 startups. Vous pouvez maintenant aussi modifier votre profil existant, il y a un beau bouton mauve pour ça. Le dernier événement Ça se passe était à Montréal dans les bureaux de WorkLeap. On était sold out à 100 billets, j'en reviens encore pas. La vidéo puis l'audio sortent dans les 2-3 prochaines semaines. Merci à tous ceux qui sont venus. Le prochain événement Ça se passe aura lieu jeudi le 19 octobre à Québec dans les bureaux de Equisoft. On va jaser fusion et acquisition SaaS avec François Levasseur, j'ai vraiment hâte. Les billets vont être dispo très bientôt sur Eventbrite et partout ailleurs. Ok, la job du mois ça se passe. Pour septembre, la job du mois ça se passe chez 4Waves, une cool plateforme de gestion d'événements académiques et scientifiques. Ils sont à la recherche d'une personne en développement web back-end ou full stack. Ils ont le vent dans les voiles, une solide équipe tech en place, puis des bons défis de produits. Il y a beaucoup de monde que j'aime et que j'estime dans cette startup-là. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saspace.com/lajobdumois sans tirer. Vous allez y trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise puis la nature du poste avec Mathieu Chartier, fondateur, et Gabriel Robert, CTO. Segment commandité Service SaaS. Et pour septembre, le service en spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données puis à intégrer des solutions d'IA pour prendre des meilleures décisions de produits puis de commercialisation. La team est remplie de monde talentueux en passant des geeks PhD aux développeurs full stack qui sont capables d'implémenter des solutions. Ils ont une approche no bullshit, ils sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, font du sens de votre gestion des données, puis ils proposent des processus et des features incrémentales. Puis ils s'assurent aussi de vous rendre autonome dans tout ça. Il y a aussi plusieurs subventions de disponibles pour travailler avec des pros dans ce genre-là, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Il y a une entrevue avec David de dispo dans les show notes et sur saspace.com/partenaire avec un S/baseline et aussi sur notre channel YouTube. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, David et sa team peuvent jaser avec vous voir s'il y a un fit, puis c'est gratis. Check them out sur baseline.québec, il y a un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs LinkedIn de David Beauchemin. Son histoire complète, puis un paquet d'exemples sont aussi dispo sur le podcast. Il est venu comme invité, épisode 41, écoutez ça. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami et co-hôte Antoine Meunier, product designer chez Blissbook. On discute de rédaction pour SaaS, mais en général aussi. On va donner des exemples concrets sur comment comprendre les différents contextes de copywriting ou établir son voice and tone, rendre du texte rythmé, scannable, plaisant à lire, écrire des intros accrochantes, raconter une histoire en restant unique. Puis aussi, on va raconter justement quelques histoires vraies côté gestion du copy dans un SaaS qu'on a vécu. Alright, on passe au show. Let's go. Mon ami Antoine Meunier, bonsoir, comment vas-tu? Salut Frank, bonjour, ça va très bien. Toi, comment ça va? Ça va bien, man. Je suis content parce que, mec, ce pod-là sorte. On va être ensemble à Québec, dans notre petit lac à l'épaule, dans ton excellent chalet. Fait que ça s'en vient très vite. Ah ouais, on va au chalet. Je savais pas où on allait, mais I guess qu'on va au chalet lundi. Ben, c'est parce que moi, j'ai les épaules, puis toi, t'as le lac. Fair enough. Aujourd'hui, d'autres, j'ai le goût qu'on parle de copywriting, de rédaction, d'écriture.
c'est un thème qui revient quand même souvent dans nos discussions personnelles. Puis t'as eu l'amabilité à quelques reprises sur le pod de me dire que tu trouvais que j'écrivais bien. Puis moi, je te répétais aussi, toi aussi, Antoine, t'écris bien. Puis je le pense, là, c'était pas juste pour être un bon ami en public. Fait que je me suis dit, ça serait cool de mettre ça sous une lens un petit peu plus SaaS, puis donner un petit peu différents contextes puis tips and tricks de comment tu peux bien écrire sans être Hemingway, mettons. Parce qu'il y a un paquet de tools à notre disposition aujourd'hui. Mais si je te mets on the spot, mettons, qu'est-ce que tu penses qui fait que quelqu'un écrit bien? Que genre, quand tu lis ce que la personne a écrit, tu fais comme « Oh shit, c'est bon ça, genre. » Y a-tu des éléments qui te sautent dans le top of your mind? Écoute, on va partir ça vraiment en raide, là. Je le sais pas. Genre, j'ai aucune idée. Puis pour vrai, j'ai envie de te dire, tu sais, on parle de copywriting, puis il y a comme deux... Pendant que tu faisais l'intro, je pensais comme à deux trucs. Un, je trouve que le storytelling, tu sais, je veux dire, tu peux écrire comme un pied de manière... Tu sais, grammaticalement parlant, on peut t'avoir rappelé tout ton secondaire que t'écris que le cul. Mais si tu racontes des bonnes histoires, puis tu sais comment les raconter, je pense que ça vient pallier. Puis le meilleur exemple, ben, c'est toi, Frank. T'sais. C'est pas comme si t'écrivais très, très bien. Hey, mais fuck off. Les histoires... Non, mais je comprends. C'est vrai, puis je pense qu'on peut... Moi, je vais prendre un exemple pour nous ancrer dans une espèce de point de départ. Quand tu étais sur la route en van life, là, dans ton... C'était quoi tu t'avais déjà? Un Westphalia, c'était ça? Un vieux Westphalia, ouais. T'en avais parlé sur le podcast. Je suis trop en amour avec Ludo. Le Pussycat. Sur le podcast sur le nomadisme, si le monde veut l'écouter. Mais t'envoyais des infolettres à une quantité, je crois, comme sélective, là, tu sais, genre, c'était pas à n'importe qui. Fait que, mets juste le petit contexte là-dessus, puis moi, je vais te dire ce que je pense qui était bon dans cette écriture-là. Mettons. Hey man, c'est... Ok, un, j'avais complètement oublié. Fait que deux, merci de me le rappeler. Ok, si je me rappelle bien, c'était... On est dans un monde pré-Substack. Right? Exact. 100%. Ok, c'est quand même important parce que faut se rappeler qu'il y a eu une époque, tu sais, puis là, c'est là, à toute fois que je dis ça, tu sais, on n'est pas vieux, mais je réalise que ça fait longtemps qu'on est là-dedans, puis je me surprends à quel point ça va vite en tech, puis mettons 2013, 14, 15, c'est loin, là, tu sais. Fait que, fait que dans ce temps-là... Ouais, fait que, mais tu sais, pour les gens qui nous écoutent, qui ont déjà eu un Commodore 64, vous n'êtes pas vieux, là. C'est correct. Mais je reviens sur le point. OK, fait qu'on était en pré-Substack, c'est intéressant parce que dans ce temps-là, c'était toujours une question d'audience. Faut que tu te bâtisses une audience, Puis que, tu sais, fait qu'il y avait beaucoup c'était le début du crier sur Twitter pour attirer l'attention. Puis, j'ai jamais été un fan de ça, mais en même temps, je trouve ça cool l'idée de te rapprocher des gens qui sont importants pour toi ou de bâtir un peu je cherche pas un core, pas un network, mais tu sais, juste d'avoir comme une tribu à la limite, là, un groupe de gens. Tu sais, parce que c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens, peu importe t'es qui sont intéressés à ce que tu fais. Puis je trouve ça cool d'offrir à ces gens-là un peu une fenêtre sur ce que toi tu fais. Fait que là, j'étais en van, puis ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une genre de newsletter, puis je devais avoir fait je pense que j'avais fait une landing page. Fait que j'avais créé Substack finalement, dans le sens comme on l'avait tous fait dans ce temps-là. Fait qu'il y avait une landing page, c'était un sign-up, mais c'était pas quelque chose qui était advertised. Puis étant privé, je pouvais être beaucoup plus vulnérable, puis honnête, puis sincère. Puis c'était cool de partager, parce que c'était tout le temps un peu des... Si je me rappelle du format, c'était un peu genre des observations de la vie, puis il y avait comme souvent un parallèle entre la tech, puis mettons des trucs complètement bénins, là, genre rentrer dans une boulangerie puis connecter avec le gars à la caisse, mettons. Non. Moi, je trouve que c'était ingénieux justement parce que il y a un principe que j'amène souvent en marketing, en branding, en positionnement, puis en copy, qui est be the only, not the best. C'est-à-dire que tu veux pas essayer d'être le meilleur en writing ou dans tout. Tu veux essayer d'être unique. Right? Parce que ça, c'est vraiment difficile à copier. Puis c'est vraiment facile en utilisant ça, ton espèce
d'individualité ou ce qui fait que tu es unique, c'est facile de te différencier, mettons. Ça l'amène plus de signal que de bruit quand tu réussis à faire ça parce que c'est quelque chose d'original, mettons. Puis avec ce que tu écrivais, c'était vraiment le feeling qu'on avait. C'est-à-dire que il y a personne d'autre qui pouvait écrire ces espèces de missives-là que tu envoyais à part toi. Parce que tu avais, premièrement, une personnalité colorée. Deuxièmement, tu fais des genres d'associations. Tu sais, on le voit beaucoup sur le pod, tu fais ça. Ça fait partie de ta voix, ça fait partie de comment tu résonnes, de faire des analogies, de faire des liens entre un milieu puis un autre, souvent avec la tech, justement. Puis en même temps, il y avait une dose de divertissement dans ce que toi t'écrivais. C'est-à-dire qu'il y avait une aventure, il y avait une trame narrative en arrière des observations d'Antoine qui était, bon, Antoine, il est, par exemple, dans tel pays, puis là, il s'en va, il fait tant de kilomètres, il va aller à telle place, il est en van life, il y a de la logistique avec laquelle dealer, mais il est dans notre monde, il est dans la tech, puis il parle de ça en général, de son aventure, de ce qu'il pense. Fait que c'était très, très, très authentique. Ça, c'était une des raisons, je pense, pourquoi c'était bon. Ah, c'est bon. Excuse, genre, double-cliquer sur le contenu, puisque je viens d'en rappeler, il y avait. Je pense que ce qui était un peu par design, c'était de mixer plus qu'une affaire. Dans le sens que être à l'intersection de plein de choses. Right? Puis tu viens un peu de le mentionner, mais. Puis tu dis dans plusieurs pays, mais la beauté, c'est que j'étais pas dans plusieurs pays. J'étais littéralement souvent juste au Canada. Tu sais, j'ai traversé le Canada, puis à ça, descendu à la côte. Mais la beauté de ça, c'est que c'est pas des destinations cool. Tu sais, c'est pas comme dire ah ouais, je suis à Bali ou genre whatever. C'était genre hey, je suis à Wawa en Ontario, puis comme ça, tu sais, on pensait manquer de gaz parce qu'il y avait pas de station-service pendant 1000 heures, puis ou tu sais, Chris, l'Ontario, c'est donc bien long. Fait qu'il y avait un aspect, je pense, découvrir un peu notre monde, tu sais, des endroits obscurs de notre continent. Il y avait le côté un peu voyeur du van life, tu sais, puis c'était encore là. Je l'ai fait avant. Tu sais, il y a eu une période de van life que c'était juste vraiment third bag, tu sais, que dans le fond, il y a eu les vrais van lifers que c'était comme le dude, il habite dans sa van. Après ça, il y a eu le van life Instagram, puis moi, je suis arrivé au début du van life Instagram. Fait que c'était cool parce que les gens étaient vraiment ouverts d'esprit, puis les gens étaient curieux aussi, parce qu'ils en voyaient, puis ça devenait plus gros. Fait que le contenu, c'était une question d'un peu aller côté. Si tu t'en fous de la tech, t'as quand même trouvé ton compte avec le côté un peu plus, tu sais, genre cinéma vérité. Puis après ça, il y avait juste des trucs random de comme t'apprends de quoi de nouveau parce que personne qui sait ça, là, qu'il y a un arbre en plein milieu de la route à telle place. Mais fait quoi, non, c'est une bonne approche. Ouais. Puis l'affaire avec le bon writing que j'aime rappeler au monde, c'est que du bon writing, ça transcende être grammaticalement correct, ne pas avoir de faute d'orthographe. Ces choses-là sont importantes, puis ils peuvent jouer sur la perception de professionnalisme ou de qualité que les gens vont avoir, mais ils ne sont pas nécessairement cruciales et existentielles. Dans cette optique-là, je vais faire un mini diss à ma blonde qui n'écoute pas tous les podcasts. Fait que, hopefully, elle n'écoutera pas celui-là. Mais ma blonde, d'un point de vue français de cégep ou de français de secondaire, elle écrit parfaitement. Elle fait pas de faute. La syntaxe est bonne. La grammaire est bonne. Vas-y, quoi. J'aime ça que ton benchmark, c'est un français de secondaire ou un français de cégep. C'est juste parce que dans ces moments-là de ta vie, tu es obligé d'écrire des essais puis d'être raté là-dessus, tu comprends? Puis l'épreuve uniforme de français, etc., tu sais, mettons, elle nail tout ça. Easy, right? Ouais. Par contre, quand ma blonde, l'autre fois, on a fait une lettre de recommandation pour une de ses collègues. Des fois, c'est des mots de bonne fête. Ou même quand elle a commencé plus dans sa carrière, c'est comme des lettres de présentation pour elle-même. Elle me demandait souvent de m'impliquer. Parce que quand je lisais le contenu qu'elle avait écrit, c'était factuellement, et comme je te disais, là, syntaxiquement, etc., tout bien, tout propre, mais ça n'avait pas d'âme, right? Ça n'avait pas de style, ça n'avait pas de ton, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait aucun quirks. Ça se démarquait pas parce que ça voulait trop, justement, juste rentrer dans des règles, des boîtes, puis ça la faisait chier, elle essayait d'aller chercher plus que ça avec ça. Fait que ça, c'est un extrême des choses. Ou est-ce que t'es genre, by the book, je vais juste écrire l'information que je dois écrire avec les règles de français ou d'anglais que je dois utiliser.
De l'autre côté, t'as quand quelqu'un le fake, OK? T'as quelqu'un qui est too much puis qui essaye trop fort. C'est la même chose que dans la vraie vie, quand quelqu'un te parle puis tu sens qu'il joue un rôle ou qu'il essaye d'être autre chose qu'il est ou qu'elle est, puis ça sonne fake, puis c'est awkward, puis c'est lourd, puis t'es comme « Chris, que j'ai hâte de parler à quelqu'un d'autre dans ce 5 à 7-là que cette personne-là. » Right? Fait que c'est comme c'est comme deux extrêmes. Puis tout ça, ça s'ancre dans avoir une voix, avoir du style en écriture, ça se fake pas. Fait que ton point d'ancrage de comment tu vas découvrir le tien, puis écrire pour que ce soit pas drabe ou que ce soit pas over the top, c'est d'essayer de te rappeler comment tu parles dans la vraie vie. Comment que toi, t'es dans la vraie vie. C'est vraiment tough, ça, parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent que à l'écrit, tu dois être une toute autre personne ou opérer sous de différentes règles que dans la vraie vie, alors que tu peux t'en inspirer très, 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 très fortement de comment tu es dans la vraie vie. Ça, c'est un truc. Ben là, écoute, t'as dit beaucoup de choses, fait que je vais juste focusser sur une affaire puis oublier toutes les autres comme d'habitude. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que je pense que une autre façon de le dire, ça serait quand on te lit, on devrait être capable d'entendre ta voix. Fait que tu sais, moi, quand 100%. je lis une newsletter de Frank avec Exact. des one-liners de malade, des anglicismes francisés, réanglicisés, je suis là, oh my god, tu sais, je t'entends me parler, tu sais, puis c'est vrai pour quand même beaucoup de gens de notre milieu, ou tu sais, juste en général, tu sais, j'ai une side note, c'est vraiment douloureux, mais ça vaut vraiment la peine pour tout le monde qui est en marketing de s'abonner à toutes les maudites newsletters possibles, puis accepter que ton inbox va être un shit show complet, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut voir un peu pas les nouvelles tendances, mais tu sais, des fois, il y a des newsletters, exemple, Wealth Simple, leurs newsletters sont malades, sont vraiment bonnes. Tu sais, c'est vraiment, vraiment bien monté, bien construit, puis c'est génial. À l'inverse, tous les jours, on se fait spammer avec de la merde, puis justement, des tons fakés ou même, tu sais, ça peut être même du one-to-one qui est mal écrit. Ouais. Mais cette capacité-là finalement, de parler à l'écrit, c'est quelque chose qui je pense que ça prend de la pratique, là, puis je pense que c'est important de le souligner parce que on parle de quelque chose qui est tellement nébuleux, là, de dire « Ah, il faut un swag écrit, blablabla. » C'est une voix, vibe, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, une voix. Mais la réalité, c'est plusieurs choses. Je pense qu'il y a le côté c'est qui tu es, dans quel contexte tu vas... dans le fond, dans quel contexte t'écris, puis pour qui. Puis le pour qui, il est fucking important. Ouais, absolument. Puis, OK, fait que là, pour faire un gros parallèle... Attends, excuse, parce que le pour qui, pour finir, pour pas que ça sonne comme le truc la plus générale au monde, pour qui, c'est pour, genre, pro tip, trouve une personne, puis écris à cette personne-là. Fait que, tu sais, t'écris un email, même si c'est un email qui s'adresse à 150 000 personnes, tu l'écris pour une personne que tu connais, que tu sais qu'elle utilise ton service ou whatever, ou qui est membre de la newsletter. Ouais, ça, c'est un conseil classique qu'on peut répéter ad vitam aeternam de... Non, c'est moi le premier qui dit ça. Pour qui est-ce que tu écris, c'est qui ton audience? Excellent. Mais là, tout ce qu'on vient de dire, par rapport à parler à l'écrit, avoir ta voix, ton tout ça, c'est des trucs qui fit quand tu fais, par exemple, du founder marketing. Ouais, on en a parlé dans un pod précédent aussi, si les gens veulent aller voir, mais tu te vends toi-même. Tu sais, tu vends ton histoire, tes épreuves, tes défis, tes réflexions, ta vision. T'écris ça. Que ce soit sur un blog perso ou même peut-être de Founders Corner sur ton propre blog de SaaS, peu importe. Ça marche. D'avoir ta propre voix comme ça, l'espèce de parler à l'écrit, d'être toi-même. Par contre... Je peux-tu genre garrocher? Ça serait comme le level 1. C'est comme dans tu veux rentrer dans ce monde-là où la façon la plus facile, safe de le faire, c'est exactement ça. Fait que finalement, c'est tu t'incarnes toi-même, tu trouves ta voix, puis tu la développes avec le temps. 100%. Ensuite, quand tu écris de façon professionnelle, puis que tu ne représentes pas nécessairement juste ta belle propre personne et tous ses quirks, ben là, tu vas écrire dans des contextes différents, qui ont des contraintes différentes, puis c'est là que c'est important de mentionner, de différencier les contextes. Je t'en donne en mitraille, OK? Puis on va pouvoir explorer un peu, je pense, comment le copy
peut changer d'un contexte à l'autre. Tu peux faire du copywriting en SaaS pour une app, carrément. Right? Il y a des mots dans l'application web que les gens utilisent pour un site web, pour du email, pour des articles de blog, pour des DMs, si tu fais des communications entre équipes, par exemple, et pour de la documentation. Fait que ça, c'est différentes sphères qui vont requérir différents styles, disons. Puis c'est important de garder ces choses-là en tête. Pour ce qui est la partie DMs, là, qui est plus collaboration d'équipe, on a aussi, là, je suis en mode, Ludo est en crise, là, je suis en mode dropper des épisodes de pod. Mais on a un podcast qui parle beaucoup de Slack puis comment l'utiliser. Ben voyons, toi, t'es-tu sérieux? ouais. Fait qu'on a un épisode là-dessus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait se concentrer plus sur, tu fais du copywriting pour, disons, du marketing. Fait que des articles, des emails, puis un site. Parce que sinon, on tombe dans ce qui pourrait être soit du technical writing, de la documentation, ou du UX copywriting, c'est-à-dire comment tu utilises des labels, les tooltips sont comment tu nommes des colonnes, etc., etc. Puis là, ça devient un petit peu plus scientifique, un petit peu plus hardcore. Puis il n'y a personne qui va être là pour cet épisode-là. Fait qu'on le fera une autre fois pour nous. Ouais, c'est ça. Right. Fait qu'on va se focusser sur marketing copywriting, que ce soit sur un email, un site web ou un blog, mettons. Fait que mon premier point de conseil, c'est les fautes, c'est whack. C'est pas existentiel. C'est pas genre, ça tue pas ta crédibilité, mais c'est whack. OK? Fait que aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, genre Grammarly. Si t'es en français, il doit encore avoir Antidote. Je sais pas, ça fait un bout que j'ai pas... je peux pas passer mes textes en français là-dedans. Ils vont me dire genre, hey man, t'es un agrès, tu parles une langue qui existe pas. Pas mal sûr que j'ai vu un panneau de circulation Antidote. Tu sais, un panneau genre, un panneau de publicitaire Antidote, puis... Ouais, je l'ai pas rêvé, Chris. Mais ouais, il était assez gros, puis c'était un endroit assez réel. Là, il était pas genre au milieu de la 20, là, il était quand même bien placé. Fait que je pense que ça existe encore. Shout-out d'Antidote, gros SaaS québécois. C'est Québec. Y a-tu une version web-based avec un recurring? Je sais pas, hein? Faudrait checker s'ils s'offrent. Je sais pas c'est quoi leur modèle, mais ils sont québécois, right? C'est pas français. J'espère que c'est parce que j'avais regardé, puis il me semble que le software fonctionne, fait que ça doit être québécois. Parce que gros shots fired. Fait que c'est ça. Ça, c'est le premier truc, c'est genre deux choses. Utilise un outil pour réviser ce que tu as écrit là, à la base. Puis deuxièmement, utilise une personne. Si toi, t'es bon en writing, laisse ton contenu reposer, là, vieillir un tout petit peu, puis relis-le à tête reposée, blablabla. Ça, c'est de base. C'est comme une technique d'hygiène d'écriture de base. Ouais. Parce que ça peut jouer... Tu sais, mettons, t'envoies un courriel à 1500 personnes, puis qu'il y a 4 fautes dans 6 lignes. Tu sais, le ratio de fautes par mot, ça peut être tough. Fait que juste faire attention à ça. Make sense? Puis, hey, on peut-tu... Là, je vais dérailler. Je sais que tu mitrailles ta liste, là, mais on va la dérailler vite. Non, ça va, vas-y. Man, le formatting. Parfait, puis, c'est un autre point. Ça, c'est un truc... Ça, man, moi, ça me rend en crisse, là. Explique ce que tu veux dire par format. OK. Par format, là, imagine que t'es un petit peu presbyte ou aveugle. T'es pas capable de discerner les mots. Tout ce que tu vois, c'est un écran avec du foncé, du pâle, puis une structure. Puis, juste ça pourrait être apaisant ou agressant. Puis, il y a du monde 100%. Qui t'envoie des murs de texte ou des phrases qui finissent plus ou, tu sais, 0 paragraphe ou genre, tu sais, hey, puis en plus, on est rendu à un monde de bubble menu, là, que tu peux sélectionner du texte, tu as plein d'options de formatting, là, tu peux même le rendre gras, tu peux le rendre italique, peu importe. Tu sais, ça fait tellement une différence. L'idée, c'est de designer ton texte. Fait que tu as le contenu, il faut que le prendre, mettons, 5 minutes à la fin, là, tu t'es révisé, tu as enlevé tes erreurs connes, si tu écris en anglais, tu as mis des Oxford commas partout. Puis si tu es prêt à le publier. Mais là, prends 2 minutes, là, puis genre, juste de mettre scan. Comme moi, je suis un gros fan de la lecture scannée, là, surtout, mettons, pour un email ou même une page. Fait que l'idée, c'est que si tu lis, mettons, moi, ce que j'aime faire, c'est que quand tu lis tous les sous-titres, mettons, tu lis l'exemple, tu sais, genre les sous-titres, les subheadings, ça devrait être l'histoire. Fait que tu devrais être capable de lire juste les subheadings puis avoir compris l'essence du texte, finalement. Puis ce qu'Antoine vient de dire là, c'est clé à plein de niveaux, OK? Premièrement, parce que si
tu penses à la scannabilité de ton texte, à la structure, le format de ton texte, ça va te forcer, avant même d'écrire, à créer justement un squelette, à créer un format dans lequel tu vas aller remplir tes choses. Parce que ça va te forcer à dire quelles sont mes grandes lignes, quels sont mes points saillants qui vont peut-être vivre sous forme de citation ou genre dans une bulle de highlight en design. Si quelqu'un a juste 3-4 secondes pour passer mon texte, justement les H1, H2 qui vont sortir, les quotes qui vont sortir, les images, ça va ressembler à quoi? Fait que le contenant, puis le format du contenant, comme Antoine dit, c'est super, super, super important. En SEO, par exemple, juste donner un petit tip practical. Vas-y dans le pratique. En SEO, quand ta page est référencée sur Google, right? Elle est genre top 10, donc sur la première page. Quelqu'un clique sur tes 3-4e, mettons. Bon, clique sur 4e résultat. Cette personne-là, souvent, son niveau d'attention, son niveau de patience est très, 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 très bas. Okay? Fait qu'elle va justement scanner pour être sûre que l'intention de recherche qu'elle a exprimée sous forme de mots-clés, elle a un degré de confiance en scannant en quelques secondes qu'elle va être répondue dans ce contenu-là, mettons. Ça, c'est fucking important. Fait que c'est une autre raison pour laquelle donner du love au format et à la structure. Puis c'est aussi une façon, tu sais, oui, je pense top to bottom, fait que tu t'ouvres ta page, tu reçois les mails, tu veux le scanner. Je pense qu'il y a un truc qui est quand même cool aussi, c'est de mettre des genres de Easter eggs dans ton contenu. Tu sais, puis c'est pas obligé d'être des Easter eggs dans le sens, c'est pas des surprises cachées, ça peut être, mais tu sais, juste des éléments qui ressortent. Tu sais, puis une image, un gif, une phrase, quelque chose qui attire l'attention. Puis là, man, c'était un fucking du Jiu-Jitsu Master, c'est que t'en as plein à plein de niveaux différents parce qu'il y a, oui, on écrit pour une personne, là, c'est dans le monde magique, là, mais en réalité, c'est pas tout le monde qui a la même intention, c'est pas tout le monde qui lit à la même heure de la journée. Il y en a qui sont tannés, fatigués, il y en a qui sont excités, il y en a qui ont hâte de le lire, il y en a qui sont en contre-calice. Il y en a qui le lisent pour être sûr de pas manquer quelque chose. Parce que souvent, ça peut être, exemple, Frank envoie un update, ben, je veux pas manquer il est arrivé de quoi de gros. Fait que là, tu le regardes vite. Ou, à l'inverse, moi, je reçois ton update, je fais, oh shit, c'est nice, man. Je vais me prendre un petit 2 minutes pour me lire ça tranquille. Puis je lis tous les mots, puis j'écoute François me parler. Ça, c'est les deux extrêmes. Mais entre les deux, t'as du monde qui vont accrocher sur tous les chiffres que tu as mitraillés dans le deuxième paragraphe, sur l'image, sur le sujet, sur plein d'affaires. Puis l'idée, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement tous sur le même plan, le même pied d'égalité. Fait qu'il y a des choses qui vont... Fait que d'où l'idée de... Tu sais, c'est un peu genre un spray and pray, là, mais dans ton texte, dans ton histoire, dans ta story, dans ta newsletter, c'est d'avoir plein de trucs qui vont attirer plein de gens différents pour des raisons différentes, puis que somehow... s'il y a une cohésion dans ton histoire, ta narrative, mais qu'il y a quand même tous ces petits éléments-là qui peuvent ressortir pour quelqu'un puis un peu les accrocher dedans. Exact. On a fait un pas peut-être à l'avance ou trop tôt. Je fais un mini pas derrière parce que là, on parle, mettons, j'ai parlé du SERP, là, de tu te positionnes sur Google puis les gens cliquent. À la base, l'attention, c'est une ressource scarce, c'est une ressource limitée, right? Fait que si tu as une landing page, un article de blog ou un email, une des premières choses qui va te permettre de mériter ou de gagner le début de l'attention de la personne, c'est le titre ou le sujet, mettons, par exemple, si c'est un email. Si tu utilises le SEO comme canal, c'est ça qu'on va voir en premier, ton meta title, right? Ton page title. Si tu envoies un email, l'objet, c'est la première affaire qu'on voit après ton nom. Puis dans une page, imagine une belle page de feature, là, ben souvent c'est le gros H1 dans le header qui est là. Fait que on peut pas sous-estimer à quel point tu dois mettre de l'effort. Même ça peut être asymétrique l'effort que tu mets dans le titre et l'introduction, les premières lignes, le premier mot, parce que c'est ça qui va te permettre d'aller chercher l'attention. Après, tu pourras la gagner, mais si tu la gagnes pas au départ, la maintenir, pardon, si tu la gagnes pas au départ, tu n'auras aucun résultat, right? Il n'y aura même pas de relation qui s'ouvre. Fait que moi, la quantité de workshops que j'ai faites sur des sites pour tester, sur des titres, pour tester, mettons, hey, ça, j'ai-tu l'impression que ça va faire cliquer plus sur Google? Ça va te faire ouvrir plus mon email, etc. C'est correct, genre. C'est correct d'itérer, puis à cette heure, il y a des outils comme ChatGPT que tu peux juste lui dire « Hey, sors-moi des variations de ce titre-là, tu sais. »
ou tu n'as même pas d'idée, écris de quoi tu veux parler, puis donne-moi des titres accrocheurs pour un email sur, par exemple, le design de tooltip en SaaS, ou peu importe c'est quoi que tu fais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, by the way, tu peux les tester. C'est-à-dire que si tu fais du email marketing, tu n'es pas obligé d'envoyer le même sujet à tout le monde, right? Tu peux split tester. Sur Google, tu peux changer ton titre éventuellement pour voir si ça augmente ton click-through, la quantité de personnes qui voient versus qui cliquent sur ton lien qui est positionné sur Google. Si ton taux de conversion augmente sur une page de landing page, de site web, si tu changes ton H1, etc., etc. Tout ça pour dire, c'est important d'écrire des bons titres. Puis là, je te relance la balle, bro, mais qu'est-ce que tu penses, mettons, qui fait un bon titre? Pour vrai, là, j'allais continuer notre un step en avant, 2 par en arrière, 3 sur le côté, cha-cha slide, puis sauter dans le... Parce que, tu sais, là, tu donnes des trucs hyper tactiques, puis je réalise, oh my god, man, moi, j'ai passé ma vie à ne pas me soucier de l'impact, mettons, SEO de ce que j'écris. Parce que j'avais le luxe de pas le faire, tu sais, mais... Fait que je pense que un truc que j'aimerais qu'on explore, parce que le résultat ou un peu la forme que ton texte va prendre, tu sais, il y en a tellement, mais la couleur, le voice and tone, c'est là, je pense qu'on peut faire peut-être un peu de millage. Puis, tu sais, puis la première question, c'est que, OK, cool, level 1, tu as fait du founder marketing, tu parles de toi, tu es capable de t'exprimer, quand tu as écrit des updates personnels, on a l'impression de t'écouter parler, tout le monde aime comment tu écris, great. Level 2, tu sais, comme avant d'arriver au boss, level 2, c'est là que tu arrives, puis c'est pas ta compagnie, ou même si c'est ta compagnie, ça se peut que le ton, tu peux pas arriver, puis, tu sais, mettons, Frank débarque, puis, tu sais, c'est pas dans tous les contextes que tu peux, idéalement, oui, là, mais ça se pourrait que tu puisses pas, tu comprends? Ouais, on peut là, c'est là que c'est intéressant, c'est comment... Puis ça, je pense que ça s'applique aussi à ceux qui font du freelance en copywriting, ou, tu sais, dans le fond, tous ceux qui ont déjà été payés pour écrire, soit au sein d'une entreprise ou en tant que contractant, mais c'est hyper tough d'adopter le voice and tone. Fait que moi, ce que j'ai envie de dire, la première chose, c'est... parce qu'on... Là, c'est drôle, parce que là, je porte le chapeau du copywriter et du designer. Là, fait que le designer là, qui a pris le temps de faire un brand guideline, puis qui ont billé un client ou la compagnie full cher pour faire tout le design avec un PDF de 150 pages qui dit comment l'utiliser tout, c'est souvent une bonne place pour commencer parce que souvent, ça englobe un peu l'intention du brand ou où ils veulent s'en aller. Parce que ça veut pas dire, ça se peut que tu arrives dans une startup ou que ta startup à toi n'ait pas encore de ton ou de voice and tone, tu sais, qu'elle soit juste, tu as un beau logo, tu as un beau brand, mais ça va être quoi ta voix? Puis, je trouve que de la trouver, c'est vraiment tough, là, mais ça peut être fait de manière itérative. Ouais, on peut aller là. Dans le fond, là, dans ce podcast-là, on alterne entre comme du format, du contenu puis du contenant, tu sais. Puis les deux sont importants quand t'écris, fait que les titres, les autres choses qu'on a dit par rapport aux fautes. Ah, c'est vrai, j'ai zéro répondu à ta question. Hein. D'autres choses qu'on va dire. C'est correct. D'autres choses qu'on va dire, on les taguera, tu sais, contenant versus contenu. Puis là, ce qu'Antoine vient de parler, voice and tone, c'est beaucoup contenu, right? Comment tu trouves ta voix? C'est bon que tu... Juste vite, c'est que je pense que c'est utopique de penser que c'est juste le contenant qui peut faire la job ou juste le contenu. C'est pas ça que je pense. C'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on matche les deux parce que c'est vraiment c'est la balance des deux souvent qui va faire que ton message va se rendre. Inquiète-toi pas, man. C'était déjà dans mes plans de parler de ça. Mais on va y aller. Tu sais qu'il y a juste toi qui vois la liste, hein? Hein? Est accessible d'autres. Mais, right. Fait que dans le fond, au niveau du voice and tone, un conseil que je vais donner au monde qui représente une compagnie, par exemple. Peut-être que c'est leur visage, leur nom, leur titre qui va être signé en bas d'un blog post, mais peut-être aussi que c'est une homepage ou une feature page pour un SaaS, mettons. Prenons cet exemple-là. Tu peux pas parler de ce que tu as mangé hier puis raconter genre tes détails personnels. Tout le monde, l'audience, les utilisateurs potentiels qui vont atterrir sur ton site marketing, ils s'en crissent de très personnellement t'es qui. C'est pas là que t'es dans la relation. Fait que, comment tu fais pour injecter de la personnalité, voice and tone, du storytelling? Tu anthropomorphises un petit peu une compagnie. C'est-à-dire qu'une compagnie, ça
ça a un âme, ça a une vision, ça a des valeurs, ça sait où ce que ça s'en va, ça produit quelque chose, ça sert un type de personne, ça croit dans certaines choses, ça croit pas dans certaines choses. Fait que si t'avais à, mettons, flipper un peu ta compagnie en une personne qui parle, à quoi ça peut ressembler, mettons? Fait que ça, là, c'est une manière vraiment basique de, je pense, aller te grounder dans un ton puis une voix. Parce que là, tu vas être capable d'imaginer une personne, c'est bien plus facile là même, tu sais. Puis, après m'avoir étouffé, voilà. C'est drôle que tu dises ça parce que c'est exactement... Ça, c'est ce que j'ai vécu, mettons, chez Grain. De rentrer puis d'être finalement la personne qui va designer l'expérience que le client va avoir côté interaction avec la compagnie, mais d'avoir justement cette base-là que, dans le fond, Grain avait fait ses devoirs, avait un peu décidé leur brand allait aller où, puis eux, ils avaient décidé, en fait, nous, on va être Mike Rowe. Mike Rowe, c'est si vous avez écouté Discovery Channel en anglais, et sa voix est dans le 3/4 des affaires, là, genre, je pense Deadliest Catch, je pense que c'est lui. Okay, ouais. Tu sais, une grosse voix, là, tu sais, je pense que... Ou c'était quoi, le nom de l'émission, là, qui fait tous les jobs possibles, genre Dirty Jobs, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, là. Genre ça. Fait que l'idée, c'est qu'on imagine un Américain de 6 pieds et quelques, la gueule carrée, ben mâle, ben alpha, puis qui est très assertif. Puis là, tu réalises après les années que finalement, on avait fait c'est l'idole du CEO, là, qui aurait aimé ça être ça, peut-être. Fait que, mais la voix de Grain, c'était une voix qui se devait être autoritaire, mais empathique. Si, mais ça. Puis ça, c'était basé sur... Puis de sonner au final comme Mike Rowe. Fait que moi qui rentre maintenant dans cette position-là, ben, j'ai pas en fait, ça va dans les deux sens. C'est dur parce que justement, je peux pas être moi-même. Je peux pas être Antoine dans ce contexte-là. Fait que je peux pas écrire comme j'écris, je peux pas... J'ai plus de liberté, il faut qu'un peu que j'adopte ça. Fait que c'est quand même tough pour vrai, là. Puis ça prend du trial and error, puis ça prend, comme tu dis, une hygiène d'écriture. Ouais. Parce que d'avoir un sounding board, c'est-à-dire quelqu'un idéalement qui comprend un peu où on s'en va, qui peut lire tes trucs avant de le publier, là. Mais ça avait quand même été tough, puis ça a pris, tu sais, genre, ça nous a pris, genre, tu sais, je pense qu'un des plus gros trucs, tu sais, un exemple direct, c'était un monthly update, là, tu sais, qu'on n'avait jamais eu avant. Fait que de débarquer et faire, OK, cool, ça va être quoi le format, qu'est-ce qu'on veut comme, on veut des features, est-ce qu'on veut autre chose, on veut-tu parler de nos clients, comment on veut faire ça, puis de la façon dont ça avait été fait, ça avait été assez itératif, mais d'avoir justement une personne ou un humain qu'on peut anthropomorphiser, ça avait vraiment aidé. T'sais. Fait que ça, c'est une bonne façon pour vrai de le faire. 100%. C'est bon que tu donnes l'exemple de Grain. Je savais pas qu'il y avait une actual personne comme inspiration pour la voix de la compagnie. C'est fucking sick. Puis, mais c'est fucking drôle parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Fait que tu tournes tes petites pages du brand guideline, tu tombes sur la page avec la face du dude, puis genre, nous, on veut être lui. Là, OK. Mais c'est hot que tu parles de brand guideline parce que c'est là que je m'en allais. Parce que, mettons que t'es un petit peu perdu puis que t'es comme, OK, ben là, moi, je pense que la compagnie, ça serait Rebecca, puis qu'elle a 37 ans, puis qu'elle parle vite, puis elle est excitée, ou au contraire, elle parle lentement, puis elle est calme. Whatever, tu sais, genre, c'est un peu comme... C'est fucking nébuleux comme conseil. Fait il y a des copywriting guidelines qui existent dans plusieurs compagnies. Plus t'es gros, souvent, plus c'est important, parce que t'as différentes personnes puis talents qui vont écrire de façon publique pour la compagnie, peu importe le touch point, où est-ce que c'est. Mais googlez juste comme « Hey, what's a copywriting guideline template? » ou juste ChatGPT. Exact, c'est ça. Puis là-dedans, tu peux te poser des questions comme ça. Juste vite, t'interrompre, puis c'est pas le mot template, je pense qu'on cherche. C'est framework, dans le sens, c'est une recherche que tu veux faire, c'est un travail collectif au sein de la compagnie, puis c'est un peu un brainstorm à la gang de décider, hey, on veut être qui, on veut être quoi, puis la gang, ça dépend de ta compagnie, là, mais c'était... Ouais, fin d'introduction. C'est moins un template à remplir qu'une une question à se poser en tant que compagnie. C'est vraiment têteux comme interruption, man. Template versus framework, mais je vais le laisser passer pour celle-là. Là. Fait que, dans le fond, googlez ce que vous voulez, là, mais écrivez copywriting guideline. Framework. Ouais, framework. Fait que, le genre de questions que tu peux te poser pour justement faire cet exercice-là que tu parles puis arriver avec des guidelines,
c'est, mettons, sur une échelle de 1 à 10, mettons, 1 étant extrême country boy avec un accent ultra fort puis des expressions que personne comprend parce qu'il a vécu 100 ans sur une ferme, à 10... C'est pas raciste, ça, Frank? Non, absolument pas. Absolument pas. OK. Puis, t'essaies de me canceller en plus de m'interrompre, man, c'est le pire podcast depuis longtemps. Si, boire, Ludo, trouve-moi un autre co-host, man, au plus Christ. Bon. Fait que là, je vais finir mon point, Antoine. Dans le fond, Puis là, ton point, Frank, je t'écoute. d'une échelle de 1 à 10, à quel point tu veux être formel ou informel? C'est un peu ça que je voulais dire. Fait que, est-ce que, mettons, dans ta voix de compagnie, tu vas utiliser des swear words, mettons, ou pas pantoute? Puis tout ça, tu vas répondre à cette question-là en fonction de c'est qui ton audience et c'est quoi que tu vends. Si tu vends du SaaS méga corpo à des méga CEO, méga critiques de genre que la sécurité nationale en dépend, c'est peut-être pas le temps de craquer une joke genre avec 2-3 swear words dans ta homepage. Là, retiens ton envie de juste être contrarian puis dire oh ouais, peut-être que Palantir. Non, mais c'est un bon. Mais là, mais en fait, c'est pas pantoute, t'as pas raison là-dedans. Non, mais c'est vrai, c'est un bon point. Puis ce que j'aurais envie de dire là, c'est de retourner dans ce contexte-là, d'observer puis de regarder, oui, c'est qui ton client, mais c'est quoi. Moi, une affaire, un exercice que j'aime faire de manière crissement improvisée, là, ça ressemble quoi à l'inbox de cette personne-là? Oh, c'est quoi les bon. interactions qu'ils ont dans une très journée? Bon. Ouais. Mais je vais arrêter, là, je voulais pas t'interrompre, là, mais... non. non, mais ouais, fait que l'idée, c'est de te dire, parce que... Puis l'affaire qui est tough, c'est que ça fait longtemps, tu sais, cette façon de faire-là, perso, ça fait longtemps que j'ai fait, mais je pense qu'elle est de moins en moins efficace parce que tout le monde a catché qu'on pouvait pas être trop formel. Parce que fut un temps où, justement, si ton client était un petit peu... En fait, fut un temps où sonner corpo, c'était une bonne façon pour une startup d'avoir l'air legit. Fait que là, tout le monde essayait de sonner corpo ou tout le monde est plus formel, tu sais. Puis là, on peut tomber genre dans la genre d'échelle de casual, business casual, formal, semi-formal, blablabla. Exact. Mais c'était plus... Tu te dis, OK, cette personne-là, là, puis on va prendre Hélène, qui est vice-présidente ressources humaines chez une compagnie pas cancellée, mettons. Mm-hmm. Elle, c'est quoi son inbox? Fait que tu dis, OK, son inbox, ça doit avoir plein de meetings, elle doit avoir plein de... Justement, tu sais, elle est en RH, fait qu'elle doit se faire garocher des fucking emails d'avocats, là, comme plate à mort. Tu sais, puis sa job... Puis ce qui est dommage là-dedans, c'est de dire, OK, ben Hélène aux ressources humaines est probablement full animée, énergique, puis vraiment empathique, puis humaine. Elle est aux ressources humaines, tu sais, c'est probablement pas genre quelqu'un est l'associable qui se calisse du monde. Fait que là, tu dis, OK, elle, si sa journée, c'est de recevoir plein de contenu poche, comment nous, puis là, c'est là que, mettons, nous, Blissbook, qu'est-ce que nous, on peut faire pour être pour couper là-dedans, puis être son ami, mettons. Puis juste avoir un peu une empathie, avoir des inside jokes sur sa job, tu sais, de pouvoir rire d'une affaire tu sais, comme un peu un... Ouais. Puis c'est là un peu que l'humour embarque, là. Tu sais, t'es pas obligé... Tu sais, les swear words, c'est un peu extrême. Exact. Je l'ai jamais vu, mais mettons que l'autre niveau, c'est le niveau d'humour, puis comme, tu peux être pas trop sérieux, puis ça passe. Parce que c'est tellement à double tranchant, là. Puis, tu sais, fait que d'où l'idée de, OK, il faut que tu te gages, mais d'essayer de te dire, OK, comment est-ce que je peux rentrer puis devenir un collègue, un coéquipier ou un ami de cette personne-là. Ouais. Puis idéalement, ça, c'est vraiment dur. Je pense que dans le SaaS, c'est plus facile, un B2B SaaS, parce que généralement, ça va être des verticales ou tu as des personas. C'est plus facile de dire à qui tu parles. Ouais. Puis, side note, il y a tellement de tools malades parce que justement, on revient à ça, mais comme nous, j'avais monté un système, je pense que c'était avec Customer.io, que j'en avais plein de versions. Justement, mettons, ça doit être dans le temps de chez Grant, je sais même plus pour qui, mais on en avait une formelle, puis on en avait une casual, mettons, une version de la newsletter. Fait qu'il y en avait une qui était stackée de jokes, puis il y en avait une qui était plate à mort. Puis, tu sais, puis je pense qu'on a... Puis là, c'est là que Ludo nous aidera vraiment pas, là, mais on va mettre ça dans les show notes! Toutes les tools qui existent pour faire ça, mais en gros, c'est qu'il y a des outils pour pouvoir avoir un peu les latitudes d'écrire ce qu'on veut écrire, et aussi d'avoir un peu un backup, fallback plus formel, corpo, whatever, au cas où ça soit utile. Makes total sense. Je trouve ça vraiment intéressant de dire
hey, imagine l'inbox d'une personne comme ça, ou à la limite, fais un call. Tu sais, on a parlé beaucoup de Voice of Oui. Customer par le passé. Ouais. Encore une affaire à mettre dans les show notes. Mais non, mais fais un call puis dis à la personne, hey, tu serais-tu game de juste m'ouvrir ton inbox de job, genre? Puis ce conseil-là, comment tu stand out à travers, moi personnellement, c'est la première fois que je l'entends, honnêtement, puis je trouve ça fucking sharp. Puis comment ça fonctionnait, l'infolette formelle versus informelle? C'est-tu, vous avez un segment de votre mailing list qui est comme, ben, ces personnes-là, tu sais, bon, on fuck pas around, sont très critiques ou plus sérieuses. C'était-tu ça, genre? Ouais, ça c'était. Là, je vais dire de la merde. Là. Je sais que c'est pas chez Blissbook. J'ai l'impression qu'on le faisait dans le temps que j'avais une agence avec des clients. Ah, ok. Intéressant, ça. Ouais. Je sais qu'on l'avait fait avec Surfair. Ça, on l'avait fait. Ah oui, je pense que c'était avec Surfair. Parce qu'avec Surfair, on avait du. Puis là, c'est là que tu réalises qu'on est cowboy en maudit, là. Mais tu sais, de l'information privée, on t'en avait en maudit, là. Fait qu'on pouvait vraiment créer des profils qui matchaient, parce qu'on sait la personne c'est qui, c'est quoi sa job, qu'est-ce qu'elle habite où, puis on avait beaucoup trop d'informations. Fait qu'on pouvait finalement discerner genre Hélène des ressources humaines qui est vraiment chill, puis Conrad. Que Conrad, il est pas drôle. Puis lui, là, Conrad, c'est genre don't fuck with Conrad. Fait que tu sais, ce qu'on avait fait, c'est que dans le fond, on avait la narrative. Fait que le processus, c'était ça. C'était genre créer le contenu. Puis ça, on faisait ça genre dans Google Docs. Là. C'est pas obligé d'être compliqué. Là. Fait que t'as une version, un outline. Tu commences avec la version formelle. Ouais. Puis après ça, on a eu la version où... Attends, on commence... Je pense en tout cas, si c'était moi qui l'ai fait, on commençait par la version le fun, puis après ça, on la rendait plate. Là. mais l'idée, c'est que tu travailles avec ton contenu, puis tu nails les points que tu vas apporter, puis après ça, tu pars en mode créatif. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que ça te permet justement de pouvoir l'être créatif, puis de savoir que pour Conrad, ben, il sera pas offusqué, puis tu perdras pas ta crédibilité dans ton brand, parce que, dude, genre... Puis là, on rentre dans le segment thérapeutique avec Frank, là. Et man, je me suis fait, là, genre... Tu sais, on retourne chez Grain. Tu sais, les erreurs... comment t'appelles ça? Éditoriales. Tu sais, j'ai fait des erreurs éditoriales en écrivant des updates comme ça. Puis je m'étais fait, là... Ouais. Je pense traiter comme du poisson pourri, c'est la meilleure façon de décrire le moment. Puis au final, le CEO avait bien raison, mais c'est ça. C'est là que c'est dur, tu sais, parce qu'on oublie à quel point tu sais, c'est touché là, de prendre justement la voix d'une compagnie puis de la owner puis de partir à la course avec. Vraiment. Ça va dans les deux sens. Tu sais, si j'essayais de donner un conseil au monde qui écoute puis qui ont... Soit c'est des pros puis ils font du copywriting à journée longue ou... Ils doivent porter le chapeau. T'sais. Ils portent plusieurs chapeaux, puis ça donne qu'ils portent celui-là. Si vous avez du feedback difficile comme ça, là, de soit des stakeholders, des co-founders, des managers, peu importe, right? Assurez-vous d'ancrer votre réponse, puis la suite, dans des guidelines un peu plus claires. C'est-à-dire, écoute, moi, dans le fond, je considérais que c'était bon à cause de telle raison. T'as-tu un copywriting guideline qui prouve un petit peu ça? Oui, good. Non, ben peut-être que ça serait bon de travailler un petit peu là-dessus. Ou, si c'est overkill, juste faire comme check, mettons, c'est ta compagnie ou c'est ton département, c'est ce bout-là qui t'importe. Tu veux avoir un certain check sur la voie. Mettons en place un processus où est-ce que tu peux avoir un input plus tôt avant que je publie ou quoi que ce soit pour être sûr qu'on soit bien aligné. Fait que c'est juste de mettre des petits systèmes en place puis jamais le prendre personnel parce que ça va dans les deux sens. La personne, elle voit ça et comme genre, c'est comme s'il il parlait de moi, mais avec la mauvaise voix, mettons, le co-founder pourrait dire ça. Puis toi, tu peux dire, c'est comme s'il trouvait que j'écrivais mal puis que ma voix, c'était de la merde. Non. Juste comme, figure out une manière que tout le monde soit content là-dessus, ça. Ben, j'ai envie de le nuancer un peu, ça. Parce que depuis 2 minutes, je suis en mode PTSD. Là, je viens de me rappeler la scène au complet de Grain. Ouais. Puis, c'est que ça peut c'est que c'est souvent un peu plus... Mettons, on va prendre cet exemple-là, parce qu'il est quand même bon, là. Tu sais, c'est que je pense qu'on avait un outage. Puis c'était même pas de notre faute. Là. C'était genre une des fois là, que AWS est down ou peu importe. Et on avait eu, je sais pas, là, ça avait pris du temps, ou c'était peut-être de notre faute, ça avait pris du temps avant de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Fait que nous, à l'arrache, pendant une retreat, moi puis Liz, qu'on salue, qui parle pas français, mais qui est vraiment cool, que j'avais engagé pour une toute autre job, qui est une copywriter à base. Fait qu'on a écrit ça ensemble, en personne.
Fait qu'on était allé là, genre, c'était vraiment bon, pour vrai. C'était vraiment bon, vraiment empathique, vraiment humain. L'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a mis comme, je pense, le sujet, c'était genre « shit happens ». Là, ça partait. Fait qu'on n'avait pas pris, on avait pris on avait joué la carte. Puis là, c'est là que c'est intéressant parce que il est là le côté nébuleux. C'était pas une attaque personnelle de un envers l'autre, c'était une divergence d'opinion par rapport à l'angle qu'une lettre comme celle-là doit prendre. Nous, moi, j'avais vu ça arriver, puis j'avais fait, hey, tu sais quoi, ça arrive, il faut pas qu'ils perdent confiance dans nos capacités de bâtir du software solide, qu'ils comprennent qu'on le sait que ça les a dès qu'on le sait aujourd'hui d'avoir ça, ou qu'ils s'en sont peut-être pas rendus compte. Tu sais, c'est comme souvent, tu l'apprends après coup qu'il y a eu un outage parce que tu n'utilises pas l'app à toutes les minutes. Fait que nous, on avait eu cette approche-là beaucoup plus empathique, beaucoup plus humaine, beaucoup plus mea culpa, puis de prendre le blâme, finalement. Le CEO a lu ça, rentre dans le tas, puis genre, au téléphone, là, il appelle. Fait que t'as ton téléphone à côté de l'ordi, on est là à faire des edits ensemble, puis il y a peut-être le CEO qui appelle, je le mets sur speaker, on jase. En fait, il me garoche sa marde, puis, mettons, le résumé, c'était, lui était fondamentalement pas d'accord avec cette approche-là. C'est là que c'est intéressant parce que c'est là qu'il faut, comme ça, t'as pas le choix, puis c'est le CEO, puis il choisit bien ce qu'il veut, là, mais lui, faut que ça soit formel, faut que ça soit, tu t'admets jamais ton erreur. C'était complètement à l'encontre là, de mes valeurs personnelles, puis de ma culture, si on veut. Mais lui a une culture différente, américaine, X, Y, Z, puis là, ce qui est dur, c'est que là, il faut que tu réécrives un texte à 180 degrés de où tu étais parti, puis tu crois pas au message. Puis t'es pas d'accord avec ce que ça doit être. Puis ça, pour vrai, je pense que c'est une des choses les plus dures avec le copywriting, c'est que c'est facile de d'écrire quand t'as le vent dans le dos, quand c'est dans ton voice and tone, quand c'est un message auquel tu crois. C'est vraiment dur d'écrire du copywriting quand t'es pas d'accord avec ce que t'écris. Puis là, tu deviens un peu... Puis là, il faut que tu traduises ce que l'autre personne veut dire, puis que tu te retires complètement de là parce que c'est pas ton message. Je te dirais que, de façon générale, tu essaies de pogner des gigs ou des jobs dans les compagnies qui sont alignées avec tes valeurs, puis que tu es capable d'être aligné avec le CEO, tout ça. Là. Fait il y a ça qui est comme solution un peu plus avant d'arriver à ça, mais sinon, tu sais... C'est sûr, mais c'est une surprise. Ouais. Écoute, je pense que on a parlé de voice and tone puis de style un peu, de comment essayer d'arriver à ça. Mais la vérité, c'est que à l'écrit, au même titre qu'à l'oral, il y a certains patterns qui sont aidants pour stimuler, mettons, l'engagement puis la lecture du contenu. Certains patterns c'est des bloquants, right? Puis que tu aies le meilleur voice and tone possible, une voix, ça le dit, tu sais. T'as déjà eu une formation magistrale de quelqu'un qui était 100% monotone, Antoine? Qui parle juste sur le même ton? Juste sur le... Tu décris mon cégep, là. Bon, ben c'est ça. Ouais. Tu sais, juste sur le même ton, des longueurs de phrases similaires tout le temps, aucune exclamation, aucune intonation qui change, t'arrêtes d'écouter, right? Tu fais autre chose. Puis il y a des patterns vraiment, vraiment importants à tenter d'adopter en copywriting, puis j'ai le goût qu'on en parle. Tu veux-tu chip in ou on jump? Ah, je veux chip in parce que c'est tellement un bon point. Puis là, tu viens d'apporter... Tu sais, il y a le contenu, il y a le contenant, mais il y a comme de quoi entre les deux. Je sais pas comment ça s'appelle, peut-être tu veux l'apporter, mais... Je le mettrais dans la catégorie contenant. C'est exactement ça. Ouais. Puis la façon dont... Dans le fond, c'est un peu comme la mélodie de ton message, de ton contenu. T'sais. Puis il y a un exemple à donner, genre, pour ceux qui le connaissent, Richard Feynman, qui est probablement un des plus grands physiciens de notre époque, qui est décédé aujourd'hui, mais qui est fait par... En tout cas, pas besoin de sa bio, là. Ludo met ça dans les show notes, anyways. Mais l'idée, c'est que Richard Feynman, ce qu'il a fait de plus grand, puis il y a un prix Nobel, puis tout, c'est pas tant d'avoir poussé la physique plus loin, mais c'est que ça a été une des meilleures personnes pour l'expliquer, puis pour la raconter, puis de rendre des concepts qui sont hyper compliqués, puis de les rendre hyper simples. Mais tu sais, je veux dire, il y a des milliers de scientifiques puis de physiciens
plus calés que lui qui sont prêts de s'exprimer avec personne parce que justement, sont pris. Ton contenu est excellent, mais tu es incapable d'avoir un contenant qui va être. C'est quoi le terme? Consommable. Ouais, non, user-friendly. C'est ça un peu. C'est ça qui est dur, c'est ça. Puis, écoute, c'est là, just elephant in the room. Moi, plutôt, on fait partie de ces gens que naturellement, c'est quelque chose qui n'est pas difficile, puis c'est pas un challenge pour nous de mettre ça dans un contenant. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je veux amener ces patterns-là pour allumer un peu le monde là-dessus. Puis c'est hot parce que t'as comme preview un de mes points en parlant de mélodie. C'est vraiment, vraiment, vraiment important, man. Il y a un essai, vous pouvez googler Don't Write Words, Write Music. Puis il y a un article autour de ça. Je ne me rappelle plus la source originale, mais je sais qu'il y a un excellent marketeur qui s'appelle Gregory Chiotti. Je pense que ça se prononce comme ça. C-I-O-T-T-I. Il a écrit là-dessus sur ce principe-là. Et puis, c'est carrément, c'est très méta, là, mais c'est un exemple de texte où est-ce qu'il t'explique ce concept-là, d'écrire de la musique puis pas des mots, en le faisant lui-même. Puis, je vais donner des exemples pour que ça devienne un peu plus concret, là, mais changer la longueur de tes phrases. De temps en temps, amener une ponctuation. Peut-être que, ensuite, il y a un mot, il y a une phrase qui c'est juste un mot en gras, right? Fait que, juste au même titre que quand moi et Antoine, mettons, on se parle, des fois, on prend des pauses. Des fois, on part à rire. Des fois, on fait une longue tirade. Des fois, tu comprends? Des fois, on s'interrompt. Exact. Mais interrompez-vous pas vous-même si vous écrivez, c'est le best. À moins que vous ayez un personality disorder. Mais, fait que, don't write words, write music. Une façon super simple de commencer à checker ça, là, c'est de repenser. Tu sais, Antoine parlait de scannabilité, là, des grandes lignes. Ben, allez, mettons, dans les paragraphes, puis est-ce que vous voyez juste une boîte ou un mur de texte que, mon Dieu, on dirait qu'il n'y a rien qui stand out, right? Si oui, probablement que vous pouvez faire des enter, couper un peu ces paragraphes-là. Y a-t-il des phrases qui pourraient être coupées ou qui pourraient être jumelées pour changer un peu le rythme? Est-ce que certains points pourraient être formulés comme une question? Est-ce qu'une réponse à une question précédemment posée peut être accompagnée d'un point d'exclamation? Est-ce qu'il y a un bullet list? Tu comprends, il y a plein de manières d'ajouter du rythme. C'est tellement rafraîchissant, puis c'est plus facile à consommer le contenu. Est-ce qu'on peut parler de collaboration? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Un truc, tu sais, je pense que c'est très... on raconte pas mal une approche où tout va bien, tu sais. Ça va tellement bien que tu crées du contenu, mais même si c'est pas bon, tu l'améliores, blablabla, puis c'est correct. Okay. On n'a pas couvert le point qu'une fois sur deux, on a tous un genre de syndrome de la page blanche où on n'est pas inspiré, où on sait qu'on est proche, mais on ne sait pas ce qui manque. C'est là que, tout dépendant de ce que tu écris, le budget, le grosseur de ton équipe, mais d'avoir quelqu'un, puis depuis tout récemment, quelque chose, qui peut t'aider à à collaborer sur du contenu, je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'arriver rapidement à une V2, 3, V4 qui est vraiment mieux que la version 1. Tu sais, un peu de revenir à ce que tu disais, là, de bêta-tester un peu ton contenu. Puis, perso, mettons, moi, je sais pas si on l'a déjà fait ensemble, mais moi, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup, là, c'est genre du ping-pong de contenu, là, ou un genre de tag team, c'est-à-dire quelqu'un écrit la première version, puis il y a quelqu'un d'autre qui rentre, cette personne-là, elle rentre juste en mode suggestion, encore là, dans un truc comme Google Doc. Ouais. Fait que le but de cette personne-là, c'est juste d'essayer d'améliorer les phrases, d'essayer d'améliorer le contenu en mode suggestion. Puis après ça, tu retournes. Puis l'idée, c'est que ça fait peut-être, on va dire, 1 heure à écrire la première version. Après ça, quelqu'un rentre, mais 15 minutes. Puis après ça, tout le monde tag team, les deux tag team en mode 5-10 minutes chaque. Puis après 2-3 rounds comme ça, souvent le contenu a vraiment été épuré. Les parties qui étaient redondantes, parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais on a des choix de mots qui sont bof. Puis ça, pour vrai, ça fait une grosse différence. Puis là, c'est là que je vais ouvrir la porte à... Pour vrai, maintenant, je le fais avec ChatGPT une fois sur deux. Ouais, je pense que c'est un bon outil pour ça. Je pense qu'il faut faire attention avec ça. Tu veux pas avoir trop de voix qui se mêlent au même sujet, genre. Parce que là, après, ça devient cacophonique. Puis je suis vraiment pas un fan. Moi, ce que je faisais, qui marchait bien, c'est quoi la structure du contenu qu'on veut produire? C'est quoi les bullet points? Mettons, tu as besoin de parler à des experts à l'interne ou à l'externe, ou toi, tu fais ta propre recherche pour faire ton expertise sur ce que tu veux parler. C'est quoi les bullet points de ces choses-là, on va en parler? On les mettait en ordre, puis soit on faisait
rentrer du monde à ce niveau-là, mettons les devs qui étaient impliqués ou l'éditeur en question qui était impliqué. Ensuite, premier draft, très, très, très rough. Là. J'essaie pas d'optimiser pour le style, pour le storytelling. J'essaie juste de domper tout ce que j'ai dans ma tête par rapport à ça. Puis là, il y a quelqu'un qui rentrait. Deuxième petite review. Puis il y avait un review final, mettons. Fait que moi, ça, mettons, pour moi, ça a marché. Le ping-pong, comme tu dis, à 2, je trouve c'est cool. Plus que 2, je trouve ça vraiment tough. Ah, ouais, c'est ça. Je pense pas que je le ferais avec trop de monde. Encore là, je viens de réaliser un truc quand tu parlais, c'est que je pense que nos deux backgrounds sont très différents. Ben oui, non, oui, il y a beaucoup d'overlap, mais je pense que j'ai pas mal plus un background dans le conversationnel. Puis toi, pas mal plus dans le broadcast ou dans le... Tu sais, on va parler, exemple, d'un blog ou d'un... Tu sais, comme d'un texte. Puis c'est là que ça devient encore plus touché parce que justement, il y a tellement de types de contenus différents, là, mais... Absolument. Pas besoin de rentrer dans chacun, mais ouais, parce que la technique pour l'écrire change beaucoup, je trouve, tout dépendant de ce que tu as à faire. Puis, tu sais, je m'en mordrais les doigts. Tu parles de technique, je m'en mordrais les doigts de faire un podcast sur le copy, puis pas parler des introductions. Là. Genre, c'est drôle parce que ça va être vers la fin du pod qu'on parle des introductions. Mais c'est fucking important. Puis, il y a des manières de faire des intros sur le sens du monde. Puis j'ai envie qu'on en parle un petit peu. Là. Il y a un framework que j'aime beaucoup qui s'appelle PPP, Preview, Proof, Preview. Puis à ça, j'ajoute un hook à l'avance. OK, fait qu'un hook, c'est une accroche. Qu'est-ce qui fait qu'une fois que la personne a scanné ton contenu, les premières lettres, mots, phrases qu'elle va lire vont faire que ça lui donne le goût de continuer, right? Une des affaires souvent qu'on aimait faire, nous, de notre côté, c'est de dire écris un statement avec lequel c'est impossible d'être en désaccord si t'es l'audience cible. Ou écris un statement qui est tellement controversé que la personne va vouloir savoir hey, what the fuck is going on après. Ou écris genre le début d'une histoire en parlant d'un problème spécifique en disant fait qu'on a envoyé 1000 emails aux mauvaises personnes. Mettons t'es un email tool comme Missive ou whatever parce qu'il faut parler de Missive à chaque podcast. Fait que trouve une accroche. Ensuite, preview ce dont tu vas parler dans le contenu. Fait que tu peux dire, mettons, envoyer des... Genre, pas avoir un flow d'approbation d'email, c'est vraiment tough. Il y a des manières de régler ça. On est capable de le dire. On va vous en parler. Proof, c'est pourquoi est-ce que toi, comme équipe, comme writer, comme personne, comme compagnie, pourquoi est-ce que toi, t'as de quoi dire là-dessus puis qu'on devrait t'écouter, right? Fait que la proof, c'est, mettons, as a team, on a envoyé genre des millions d'emails via nos clients ou genre, on a analysé 10 sources externes agnostiques, whatever. T'amènes de l'expertise de l'autorité du trust. Puis ensuite, tu fais un preview, mais complet, qui montre un peu, hey, c'est quoi qui s'en vient concrètement. Fait que, comment, faire une approbation, comment écrire un courriel, comment faire une requête d'approbation de courriel, comment envoyer le courriel. Là, c'est le pire sujet là, que j'ai freestylé, ça n'a aucun rapport. Mais c'est juste pour expliquer le preview, proof, preview. Fait que, t'as-tu déjà vu ça in the wild, mettons? Ça résonne-tu, non? Non, man, je me sens genre, je viens de me faire schooler à côté, là. Tu sors ça, je suis là genre, oh my god, man, Frank vient de sortir les big guns. Je trouve ça vraiment hot. Ça me fait... C'est un peu comme quand tu regardes les behind the scenes d'un film, là, pis t'es là, ah, Chris, t'as prévu tout ça? Puis là, tu fais, ah, ben finalement, c'est pas juste l'improvisation, l'improvisation libre. C'est vraiment cool. Moi, pour vrai, encore là, on va rappeler à Ludo de mettre ça dans les show notes, mais j'ai un feeling que ça vaut la... Moi, en tout cas, peux-tu mettre ça dans les show notes, Ludo? Parce que je vais aller double-cliquer puis lire là-dessus, parce que ça m'intéresse vraiment. Parce que je trouve ça super intéressant, puis c'est une façon très, très, très tangible de mettre un point sur ce qu'on a dit un peu plus tôt par rapport à ah ouais, faut que ça accroche, faut que le monde l'ait, tu sais, faut que tu puisses le scanner, blablabla. Tu sais, c'est très, très nébuleux, mais ça, je trouve que c'est une façon d'arriver à un résultat calissement concret. Puis là, maintenant que tu te dis ça, je repense à des trucs que j'ai lus de toi, puis je suis ah ouais, mon esti, c'est ça. C'est clairement ça. Mais j'ai pas tant de mérite que ça, là. Ça, c'est plus un copywriting, mettons, type que j'avais vu. Ah ouais, mais c'est pas... c'est plus le mérite vient à l'utiliser puis l'avoir bien masteré. Tu sais, je veux dire, les tools que tu dis, je m'en torche un peu, mais je trouve ça intéressant que ça soit des règles, que ça soit pas, que ça soit pas juste un genre de recette secrète. Mais c'est qu'il y a ces choses-là que je faisais instinctivement, mais quand je me suis rendu compte que des fois,
je savais pas comment faire. Des fois, je savais pas comment faire une bonne intro. Ou j'avais des writers qui travaillaient pour moi. J'étais comme, leur intro, ça marche pas, genre. Genre, ça accroche pas. Puis, ce framework-là, c'est genre plus facile de dire, genre, ah, OK, il faut que je coche ces cases-là. Fait que c'est plus coachable, mettons, comme. Puis, l'intro, là, quand je révise le contenu d'un copywriter là, qui travaille, qui distribue via du SEO ou pas, je m'en fous, là. Mais, c'est l'intro, je passe vraiment plus de temps là-dessus que sur le reste. Ça peut sembler con, mais c'est juste que le reste, on s'en crisse. Si l'intro ne fait pas sa job, le reste, on s'en crisse. C'est vraiment aussi, d'un point de vue, moi, je suis un peu poète créatif à mes heures, là, tu sais. Puis c'est con, mais l'intro, c'est vraiment une place où tu peux être créatif, tu sais. Il y a plus je trouve, de l'attitude éditoriale que si dans le body de ton contenu, dans l'espèce de noyau de ton contenu, tu vas parler de comment écrire un bon email, comment envoyer des bons emails, comment optimiser la délivrabilité des emails, blablabla, blablabla. Et tu compteras pas 37 histoires, là, à un moment donné, où, tu sais, avec Snipcard, c'était genre comment builder une app avec du code, là. Et tu fais pas une joke puis une story à chaque fois que tu apprends comment faire une fonction, je sais pas quoi, tu sais. Fait que l'intro puis l'outro, t'as vraiment la liberté créative, puis c'est important d'essayer de l'utiliser. Puis quand je parlais au début, quand je te disais pourquoi qu'Antoine, c'est vraiment ça ce qu'il faisait avec son infolette perso, c'était toi, genre, c'était authentique, c'était don't be the best, be the only. Puis posez-vous la question. OK, là, je m'apprête à écrire une intro, mettons, pour un article de blog ou pour un email. Qu'est-ce qui fait que j'écris cette affaire-là? Qu'est-ce qui est arrivé dans mon équipe, dans ma compagnie, dans ma vie, dans la vie d'un de mes clients, peut-être? Va chercher l'histoire qui est unique à toi, à ta compagnie, à ta réalité. Essaye de la weave dans l'intro, de la rentrer dans l'intro. Fait que ça, c'est mon gros genre de mon petit manifeste, mettons, pour les intros. Je trouve que c'est super important. Écoute, comme dirait mon bon vieux chum Charlie Munger, I've got nothing else to add. Ouais, ben moi, j'ai 3 petites choses en méga rafale à ajouter avant de te laisser partir. Ah oui, vas-y. Les call to actions. C'est cool de faire du copy, mais souvent, tu veux que la personne prenne une action à la fin, right? Oubliez pas d'en mettre soit parsemé dans le contenu ou à la fin d'avoir des clear call to actions visuels de maintenant, inscris-toi à son infolette-là. Maintenant, lis cette autre chose-là qui est plus bas dans ton buyer journey, mettons. Peu importe. Mais qu'est-ce que tu veux que la personne fasse après? Ou maintenant, va updater tes paramètres de confidentialité, blablabla, parce qu'on vient de t'envoyer un gros message légal qui nous a pris 50 ans à écrire. T'sais, parce que c'est ça, les call to action, dans le sens où, tu sais, juste pour apporter, parce que oui, il y a souvent le call to action marketing, mais souvent, c'est un call to action de business function, tu sais, dans le sens que c'est un client, c'est une communication avec le client, puis là, c'est là que c'est utilise la feature. PTSD de ça, c'est souvent ta seule façon d'avoir le client de commettre l'action, puis l'action, encore là, elle peut être juste pour backer l'entreprise, tu sais, ça peut être, comme on dit, la confidentialité ou des updates qu'ils doivent aller faire. Tu sais, puis ça, un peu, le mot du call to action, pour vrai, je le remettrais dans ta catégorie d'intro, c'est que c'est aussi dur. C'est de partir de pourquoi le call to action est la suite logique de ce message-là. Ouais, exact. Et non une surprise de comme hey, by the way! Non, t'as raison. Exact. Continue l'histoire avec des steps logiques. Fais pas trop un gros leap entre ce que tu viens de dire puis ce que tu demandes à la personne de faire. C'est très bon, ça. Sinon, un autre en rafale. J'ai le temps qu'on finisse le pod. Tim Ferriss en parle beaucoup. Couper dans le gras. C'est-à-dire que le meilleur exemple là, de gras, c'est un podcast avec Antoine puis moi. Right? Nous, il y a tellement de phrases puis de jokes qu'on dit que si on devait avoir un format succinct, mettons, sur une page, on pourrait couper. Là, c'est un podcast. Fait qu'on s'en crisse. Le but, c'est aussi d'avoir du fun, de jaser, d'explorer. Ça fait partie de ce qu'on vend, entre guillemets, à travers le pod, tous ces détours-là ou ces nuances-là. Mais à l'écrit, c'est ce genre de truc que tu veux économiser le temps de la personne puis maximiser l'impact de ton contenu. Fait que, je suis tellement pas d'accord. L'édition, t'es pas d'accord, mais pourtant j'ai raison. Non, voici pour... Ouais, non, mais c'est ça la beauté. T'as raison. Mais, tu sais, moi, perso, j'aime mieux... En gros, c'est plus T'as raison, cependant. Si t'es quelqu'un qui aime gras, qui aime ça manger gras, il y a moyen, mais choisis tes outils. Fait que c'est un peu l'histoire là-dedans de jouer avec ses forces. Tu sais, il y a des gens que tu leur donnerais là, tout le temps du monde, ils n'arriveront pas à faire plus que des bullet points.
par contre, sont vraiment tête en bullet point. Dans le sens que tu as du monde qui sont extrêmement concis. Il y a des gens là, qui sont excellents pour écrire ou dire une phrase, puis ça va être tight, tout est parfait. Tu sais, c'est comme... C'est un one punch, là, genre knockout sur la première ligne. À l'inverse, c'est genre quelqu'un qui écrit en haïku. À l'inverse, t'as moi, mettons, qui plus je vire en rond, plus ça finit par faire du sens. Là, je suis comme un genre de balayage radar là, que finalement, à la fin, là, tu vois quelque chose, mais au début, c'est flou. Ben, c'est pour ça que j'ai jamais été vraiment sur Twitter ou sur X maintenant. Tu sais, c'est que joue avec tes forces. Fait que si ton message que tu as envoyé à ton client, tu peux pas te permettre de faire ce que je viens de faire là, une d'éruption de 3 minutes, ben, si t'as pas le médium pour avoir... Si t'es pas la personne pour le médium, you're fucked. Fait que je pense que c'est d'identifier ces médiums aussi. Exact. Puis tu sais, on peut s'entraîner, là, je suis capable d'être concis, mais ça me prend tellement de travail pour être concis que je préfère choisir un médium qui me permet d'être, mettons, moi-même, si on veut. Puis où je vais m'en faire jouer souvent, mais ça va faire moins mal. Non, c'est un bon point, puis c'est drôle, on l'a déjà mentionné, Missive, fait que je vais me permettre de le mentionner une autre fois, mais tu sais, quand je disais aux gens, écrivez comme un petit peu comme vous parlez, soyez vous-même, essayez pas de le faker, le ton. Phil Lehoux, le founder de Missive, je l'aime d'amour, c'est pas un writer, genre, à se lancer dans les murs, mais lis les tweets de Phil. Si tu le connais ou si tu lui parles sur un podcast ou dans un événement ou whatever, c'est genre, c'est Phil, tu comprends? Ça feel comme lui, c'est authentique, il y a de la substance, il y a de quoi à dire, il y a de l'exclamation, tu sais, quand il s'emporte, mettons, puis qu'il va te dire de quoi, genre, moi, quand je lis les tweets à Phil, tu sais, je reconnecte vraiment avec lui parce que je sais que c'est lui, genre, on dirait pas qu'il y a un ghostwriter en arrière qui rédige des tweets, ben, j'espère que non. T'imagines? C'est Frank qui les écrit depuis le début. Il se lance des fleurs depuis tantôt. Qui est fort. Ouais. Ben, c'est pas mal tout, man. Mais c'est drôle que tu donnes cet exemple-là, puis parce que je pensais que tu allais aller ailleurs, dans un autre médium, où cette personne-là, tu sais, des fois je lis, puis je suis là, ah ouais, man, dude, ça paraît que tu veux pas être ici. Puis c'est super, puis ça revient au choisir son médium, c'est que c'est tellement dur, puis pour eux, le copywriting, c'est la chose la plus ingrate de je pense que toutes les fonctions d'une startup, celle d'écrire le contenu, est-ce que c'est ingrat? Pourquoi tu dis que c'est ingrat? Puis c'est... parce que on pense tout... Parce que ça fait longtemps que ça a été, entre guillemets, démocratisé, puis que tu peux avoir un copywriter pour 10$ de l'heure ou 15$ de l'heure ou whatever. Tu sais, dans le fond, ça n'a pas de... C'est à l'inverse, ton UX designer, il clenche encore les big dollars, mais au final, il fait juste aller regarder des pixels ronds sur il fait des beaux rectangles. Tu sais, c'est comme... Il fait des beaux rectangles. Fait que il y a de quoi, il y a une grosse... Tu sais, c'est un petit peu comme les infirmières puis les médecins. Là. Je trouve que les copywriters, les infirmiers du milieu de la tech, ils ont un rôle crucial. Ils sont pas souvent reconnus pour leur travail. Puis je le trouve rough, ce travail-là. Ouais, moi, ça touche une corde sensible. Là, je te dirais que mon skill set de base quand j'ai commencé ma carrière, c'était ça, d'être capable d'écrire un peu sur le sens du monde. Puis... ouais, je n'étais pas payé bien cher au départ, tu sais. Puis je l'ai vu dans d'autres compagnies que les content writers n'étaient pas payés super cher non plus. Puis je pense que ça va juste s'empirer avec ChatGPT, honnêtement. Ah, absolument. Mais c'est là aussi, je pense, l'opportunité, en fait. Tu sais, c'est là que si... En fait, je pense que ça pourrait être juste... Si t'es pas fucking bon en copywriting, tu t'en fous un peu, grâce à plein de tools comme ChatGPT puis le fait que tu peux engager des writers, t'en auras pas de problème, va vers là. Par contre, si c'est une étincelle que t'as et t'es bon, je pense qu'il y a vraiment moyen encore aujourd'hui d'être excellent en copywriting puis d'être reconnu là-dedans, mais c'est tellement dur. Ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, allez voir sur Substack, c'est comme Antoine, il en a parlé, là, mais il y a du monde qui est genre, leur job, c'est d'écrire à chaque jour, ils sont payés pour ça, ils font payer le monde pour ça. Puis comme, moi, j'en ai pas beaucoup, là, parce que j'ai pas beaucoup de bandes passantes dans ma petite tête, là. Mais genre, j'en ai une couple de Substack que genre, de temps en temps, ça rentre, puis je suis comme, ouf, shit, ça, j'ai hâte de le lire, genre. Ce feeling-là est assez cool. Ouais. Moi, j'ai plus de bandes passantes, fait que c'est juste Feedfinder maintenant. Bon, parfait. Fait que commence à faire tes bagages,
Puis ah ouais, à maison. Yes! Bon, à bientôt. Salut mon vieux, bye bye. C'est gratis pour le downloader. Trop de hits, savent même plus ce qu'elle danse. Mississippi dans le rythme.